Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Tour de Danemark. On va débriefer l'avant-dernière et quatrième étape de ce Tour du Danemark. On reviendra un petit peu sur le parcours, sur ce qui s'est passé dans cette journée. On parlera également du Tour de Romandie féminin, puisqu'il y a une affaire intéressante qui s'est produite là-haut. Et puis on parlera également des différents classements en fin de vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Vous pouvez rajouter un pouce bleu, booster la vidéo si vous êtes par téléphone. Ça c'est seulement par téléphone. Vous pouvez également rajouter la petite cloche et cliquez rapidement sur les vidéos juste après leur mise en ligne. Et puis si vous avez les moyens, mais seulement si vous avez les moyens, et si vous avez déjà boosté la vidéo, et si vous avez mis la petite cloche, j'ai envie de dire que vous pouvez vous passer de cette situation-là, vous pouvez faire un super thanks, mais ça c'est seulement si vous en avez les moyens. Bon, on commence tout de suite avec ce Tour de Danemark, avec cette quatrième étape qui était une étape difficile, longue déjà, 227 km. Je rappelle que c'est plus long que n'importe quelle étape du Tour de France cette année. Donc 227 km commence à être une certaine distance maintenant dans le cyclisme. Le cyclisme moderne, et on a plutôt tendance à raccourcir un petit peu les parcours. Et puis parce que le final était assez difficile. Alors on avait deux circuits en fait. On avait un circuit avec une petite bosse, on va dire en pleine campagne, et puis on avait cette arrivée qui était constituée de deux bosses qui se suivaient. On avait une bosse qui était sur la ligne de l'arrivée, et puis une bosse qui était à 4-5 km de l'arrivée, et ce parcours-là, on devait le faire à 3 ou 4 reprises. Donc il y avait ces deux circuits, et donc une journée qui correspondait totalement aux qualités de Mats Pedersen, mais la veille, n'ayant pas fait un grand contre-la-montre, on pouvait se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres adversaires face à Mats Pedersen? Pourquoi pas Axel Zinglet, ou pourquoi pas d'autres coureurs danois, peut-être méconnus? Et à la fin, eh bien, c'est un Danois qui s'est imposé, mais un Danois plutôt attendu en fin de journée. Allez, on regarde tout de suite le résumé de cette étape. On commence avec cette journée. Première attaque, c'est Wang à 214 km de l'arrivée qui tente sa chance. On a une autre tentative à 205 km de l'arrivée avec 5 coureurs qui sont repris, puis à 197 km de l'arrivée, eh bien c'est une partie de la bonne échappée qui s'en va. Deux coureurs à ce moment-là, plus Mats Wurtschmidt, tiens, j'ai le même problème que David Moncoutier. Et puis à 188 km de l'arrivée, ils sont rejoints par un groupe de poursuivants. Le premier grimpeur de la journée est remporté par Mats Wurtschmidt. Et donc ce groupe numéro 1, il est composé de Mats Wurtschmidt, de Rosenlund, de Robbie Gies, le Belge, de Malmberg, de Lenze. Vous avez également Baptiste Westrofier, voilà, dans cette échappée qui n'était pas indiquée dans un premier temps, mais qui était bien dans l'échappée. Derrière, c'est la Lidl qui décide de rouler, qui va même provoquer des bordures à 144 km de l'arrivée, mais tout rentre dans l'ordre. À 120 km de l'arrivée, l'écart est d'environ 4 minutes 10, puis 3 minutes 20 à 93 km de l'arrivée. Nous arrivons au deuxième grimpeur, qui est en fait l'entrée du premier circuit de cette journée. Ce premier grimpeur cette montée au kilomètre 148 qui va être de nouveau remporté par Malmberg, et Malmberg qui va ensuite remporter également la montée de Gerlevsheim qui sera juste après. Enfin juste après, une vingtaine de kilomètres après, 20-30 kilomètres après. Nous avons à 79 km de l'arrivée une première accélération de Skelmose, puis Mats Pedersen, enfin Axel Zinglet, qui va rester devant le peloton pendant 2-3 km. À 74 km de l'arrivée, l'écart entre les hommes d'échappée et le peloton n'est déjà plus que de 2 minutes. Et à 68 km de l'arrivée, Albert Philipsen, le jeune Danois de 18 ans de la Lidl Trek, qui va catapulter Mats Pedersen, qui ne sera seulement suivi par Blume Levi de la Uno X.
Point sur la situation à 64 km de l'arrivée. Le groupe de tête a 52 secondes d'avance sur Pedersen, Bloom, Levy. Le peloton est à 1 minute 14. Donc, troisième grimpeur, c'est toujours Malmberg qui passe en tête. Hein. C'est ce premier passage du côté de Gélève-Veige, dont j'avais un petit peu parlé auparavant. Et au sommet de cette difficulté, le groupe Pedersen, Bloom-Levy est à 26 secondes des hommes de tête. À 55 secondes, on retrouve le peloton. Le groupe Pedersen, Bloom-Levy qui rejoint les échappés à 51 km de l'arrivée. À ce moment-là, on va rouler dans un premier temps et puis après ça va un peu cafouiller. Ce qui fait que les écarts restent limités à 34 km à 45 km de l'arrivée, l'avance n'est que de 40 secondes. Et puis, à 41 km de l'arrivée, c'est Mats Pedersen qui décide d'accélérer. Bloom-Levy craque et le seul qui arrive à suivre Mats Pedersen dans le groupe de tête, c'est Mats Wurtschmidt, l'ancien coureur de la Katusha ou encore de la Israel Première Tech. À 33 km de l'arrivée, alors que l'échappée, enfin les deux hommes de tête ont 50 secondes d'avance. Énorme chute à l'arrière du peloton, avec notamment Price Peterson ou encore Grondal Jonsson qui sont pris dans cette chute. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur la chute parce que le réalisateur a décidé de ne pas la montrer en replay, de ne pas remontrer les images de cette chute, donc on n'a que les images du direct. On en reparlera du réalisateur dans quelques instants. Et puis à 30 km de l'arrivée, Pedersen va partir tout seul. Nous rentrons dans le circuit final. À 3 tours de l'arrivée, il a 35 secondes d'avance, puis 27 secondes d'avance à 2 tours de l'arrivée. Juste avant l'avant-dernier passage sur la ligne, eh bien, le jeune coureur de l'équipe développement d'AG2R, Antoine Notte, décide de sortir du peloton. Il sera ensuite suivi par un coureur de la Polti Cometa qui n'arrivera jamais à le rattraper. Mats Pedersen s'en va vers la victoire et Antoine Notte est repris seulement par Tibor Del Grosso dans le final de cette étape. On retrouve ensuite Nortoft de la Kolokwik, Kopecky de la Novo Nordisk, Foldager de l'équipe du Danemark, Kubis de la Unibet, Van Baarle de la Visma et Soderquist et Larsson pour compléter ce top 10. On va parler de deux éléments. On va commencer déjà par la réalisation de ce Tour du Danemark. Autant j'ai dit du bien du réalisateur sur le chrono hier, où j'avais trouvé que c'était plutôt dans la moyenne haute, autant c'est vrai que sur les étapes en ligne, le réalisateur a beaucoup de mal. J'en avais déjà parlé au niveau du sprint, notamment de cette caméra hélico qui était beaucoup trop zoomée sur le sprint et qui ne permettait pas de savoir un petit peu ce qui se passait lors de la deuxième étape. Mais on pourrait revenir également sur cette journée numéro 4. Alors déjà, cette chute à 33 km de l'arrivée, aucun replay de la chute, mais ensuite, eh bien, pas mal de plans fixes, notamment sur la zone. En fait, le final était très mal filmé. Là, le dernier kilomètre, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. C'est vrai qu'on ne savait pas quels étaient les éléments derrière entre Lotte, le coureur de la Polti Cometa et le peloton, parce qu'il n'y a eu aucune image en fait, du groupe de chasse pendant quasiment 15 bornes, 20 bornes. On a suivi que Pedersen. Alors je sais bien que il est danois, qu'il est en forme, mais on aurait aimé quand même avoir des images d'autres coureurs à ce moment-là de la course, encore une fois, qui nous aurait permis de comprendre certaines choses. Et puis on avait également des gros problèmes au niveau des écarts. Et c'est le cas depuis le début de la semaine. On a beaucoup de soucis avec des écarts qui sont parfois faux, qui sont mal calibrés. Donc ça aussi, ça gêne à la compréhension de la course pour les téléspectateurs. Donc voilà mon petit mot sur la réalisation. C'est sûr qu'on n'est pas sur une course de niveau World Tour, ça on est d'accord. Mais quand même, il y a des choses qui sont un petit peu gênantes voilà, sur cette réalisation dans les derniers kilomètres. Et notamment sur la manière dont on fait les plans. Là, en fait, les valeurs de plan, c'est comme ça qu'on appelle, les valeurs de plan sont pas bonnes. C'est-à-dire que le zoom de l'hélico était beaucoup trop prononcé. On a les moyens techniques, c'est-à-dire qu'on a un hélico, mais là c'est beaucoup trop zoomé, on ne comprend pas ce qui se passe. Sur le final, on a des caméras plan fixe, mais elles sont mal positionnées. On a pas mal de caméras moto, mais qui sont trop peu utilisées. On a les moyens techniques sur cette course, ce qui n'est pas le cas toujours des courses Pro Series, mais là on a les moyens techniques, donc on peut se permettre d'avoir une bonne réalisation, je pense.
Du côté du Tour de Romandie, on va revenir sur l'affaire qui a secoué un petit peu le cyclisme féminin ce matin. Et oui, le Tour de Romandie, amputé d'une partie des équipes, et pas n'importe lesquelles, hein, au départ, notamment la EF, notamment la SD Works hein, également, qui n'a pas pris le départ du côté de ce Tour de Romandie. Voilà, une sorte de fronde voilà, sur les trackings. Vous avez la Visma également, la Lidl Trek, la Canyon SRAM et la Picnic. Pardon, il n'y a pas la SD Works. J'ai dit une petite bêtise. Qui n'ont pas pris le départ de cette course, qui fait qu'on se retrouve à avoir un peloton de seulement 63 concurrentes au départ, ce qui est un petit peu maigre quand même pour une épreuve du World Tour. En fait, c'est une situation un petit peu... Alors ça fait quand même depuis 2 semaines qu'au niveau du cyclisme féminin, depuis la fin du Tour de France, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font tout pour qu'il y ait des gens qui critiquent le cyclisme féminin, ou au moins qu'il soit médiatisé, mais pas pour les bonnes choses. On a déjà le débat sur le poids des concurrentes, qui n'existe pas chez les garçons, ce débat-là, notamment sur le poids de Pauline Ferrand-Prévot. Je trouve que ça commence à être risible, surtout quand c'est Marlène Reusser qui parle. Marlène Reusser, du jour au lendemain, elle est devenue grimpeuse, on se demande un petit peu comment. Je ne suis pas sûr que c'est avec Pauline Ferrand-Prévot qu'on peut avoir le plus de doutes aujourd'hui dans le cyclisme féminin, parce que des rouleuses qui deviennent bonnes grimpeuses, on en a connu dans le cyclisme chez les garçons. Je pense notamment à un certain Lance Armstrong, ça donne pas vraiment des bons souvenirs. Voilà. Ou un Geraint Thomas aussi, par exemple, chez les garçons. Passé par la Sky, et la Sky commence à accumuler un petit peu les affaires. Et passé par la Barlow World, où il y avait eu également quelques affaires de dopage du côté de Geraint Thomas. Mais donc, en plus, quand c'est Marlène Reusser qui en parle, et encore une fois, remettre le débat sur la table 10 jours après, je trouve ça un petit peu ridicule. Bon. Deuxième, donc cette affaire, on rappelle que l'UCI fait des tests pour la sécurité. Rappelle que l'an dernier, il y a eu le souci avec Marielle Fourer, la concurrente suisse, qui est décédée lors des championnats du monde de la course junior. Je rappelle un petit peu l'affaire, comment ça s'est produit. En fait, on ne l'a pas retrouvé sur le circuit. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'erreurs de la part notamment de la sélection suisse. Les organisateurs ont déclenché les secours trop tardivement. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne savait pas où elle était et ça a mis un temps fou pour la retrouver. Si on avait eu les capteurs GPS, on aurait pu la retrouver plus facilement. Voilà. Si on avait eu des balises GPS. Je rappelle que ça s'est déroulé en Suisse il y a moins d'1 an. Il faut quand même rappeler, et ça a marqué les Suisses, après notamment la mort également de Gino Meder. Donc là, l'UCI a décidé de mettre en place des systèmes de tests. Une seule concurrente par équipe, hein. On ne parle même pas de l'équipe en intégralité, qui doit porter une puce GPS, qui va être dans la chaussure de cette concurrente. L'idée de ce test est de savoir si la réception est bonne et si le matériel fonctionne correctement. Cette puce est à la charge de l'équipe. C'est l'équipe qui doit l'entretenir. Voilà, qui doit la faire fonctionner, qui doit recharger. C'est un système de batterie qui doit recharger les batteries. Les équipes se plaignent en disant que ce n'est pas à elles de faire ça. Voilà, que c'est à l'UCI de gérer ce système-là. Ça aurait pu être débattu après la course, on aurait pu faire le système et envoyer un courrier globalement du côté de toutes les équipes, puisqu'il semblerait que beaucoup d'équipes se soient plaintes, que ça soit à leur charge. Bon, ok, d'accord, on peut le comprendre, c'est un coût supplémentaire. Malgré tout, c'est un coût supplémentaire, je pense, qui est bénéfique pour la sécurité des concurrentes. C'est un test. C'est un test. L'UCI doit tester le matériel. Eh bien, l'UCI va avoir moins de données, car plusieurs équipes ont décidé de ne pas participer. Voilà. Ça veut dire que dans ces équipes-là, on préfère donc que la sécurité des concurrentes, ça ne coûte pas cher. Si ça coûte cher, la sécurité des concurrentes ne devient plus la priorité. Les filles qui courent dans ces équipes également, je trouve, auraient pu se plaindre sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est assez facile de se plaindre de quelque chose sur les réseaux sociaux et de dire « Eh ben non, moi je considère que c'est une bonne chose d'améliorer la sécurité et d'améliorer le tracking des concurrentes. » Ces filles-là n'ont rien dit. Pourtant, vous avez quand même des filles
qui, je pense, genre Neviadoma, Bauernfeind par exemple, on a qui au départ, Noémie Rueg, la Suissesse, je pense qu'on a quand même quelques filles qui ont du poids un petit peu dans les pelotons et qui donc n'ont décidé de ne rien dire, de ne pas parler de ce sujet. Moi ça me pose un problème parce que les filles, enfin aujourd'hui, dans le cyclisme, la sécurité des concurrents et des concurrentes, c'est les suiveurs qui font le meilleur boulot pour défendre la sécurité sur les courses et pour se plaindre de la sécurité sur les courses. J'ai l'impression quand même que les 3/4 du temps, les équipes, les concurrents et les concurrentes s'en foutent. Voilà. Après, il ne faudra pas venir se plaindre s'il y a des blessés graves, s'il y a des morts. Hein. Parce que là, je trouve que ce système-là est un bon système. Voilà. D'avoir un système GPS, c'est une bonne idée. Donc après, il ne faudra pas venir pleurer, vraiment. Il ne faudra pas venir se plaindre. Si déjà, quand on parle du cyclisme féminin, on n'en parle que pour les polémiques, et pas pour les performances sportives. Et si en plus, eh bien, ces filles-là se plaignent des organisateurs au niveau de la sécurité, on leur dira, vous vous plaignez de ça ? On avait instauré des GPS, vous n'avez pas voulu les mettre, on n'a pas pu faire les tests, le matériel fonctionne peut-être mal, ou peut-être qu'on ne pourra pas le mettre en place l'an prochain. Peut-être que si vous aviez fait un effort, qui je pense ne coûtait pas non plus 4 000 €, hein, et il ne coûtait pas non plus 15 heures de travail pour les mécaniciens, je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant. Bon. Après, certains vont dire, oui, mais pourquoi l'UCI s'est pas mis d'accord avec les équipes ? Le problème, c'est que quand l'UCI attend le bon vouloir des équipes, on se retrouve à avoir pas de budget capé parce que vous avez des petites formations qui n'en veulent pas. Ce n'est pas les grosses qui n'en veulent pas, ce sont les petites formations qui se plaignent le plus. Or, ça ferait du bien au cyclisme. Si l'UCI attend à chaque fois le bon vouloir des équipes, je pense qu'il n'y aura aucune mesure de prise. L'UCI est une instance qui, à des moments, fait des choix, décide. Voilà, c'est le principe d'une instance, c'est de décider. Bon. Après, que les équipes pouvaient se plaindre, mais boycotter la course, c'est sympa aussi envers l'organisateur, hein, qui a décalé la date de la course, je pense, pour faire plaisir aux équipes. Voilà, qui fait des efforts pour tenter de médiatiser le Tour de Romandie. Ça s'appelle se tirer une balle dans le pied au bout d'un moment. Donc voilà, moi je suis assez énervé sur ce qui s'est passé sur ce Tour de Suisse, de Romandie féminin. Allez, on passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec Mats Pedersen. Grand numéro aujourd'hui. Hein. Il sait les faire, les grands numéros, Mats Pedersen. C'est un peu comme ça qu'il est devenu champion du monde quand même. Hein. C'était un grand numéro ce jour-là, hein, parce que je pense c'était l'un des championnats, je crois que c'est le championnat du monde que j'ai vu moi, avec les pires conditions. Mais vraiment, c'était catastrophique au niveau des conditions climatiques. Pour ceux qui se souviennent des championnats du monde en Angleterre. Et Mats Pedersen avait fait un numéro jour-là, parce que je rappelle, Van Der Poel, par exemple, avait craqué dans le final de cette course, où il avait battu notamment Trentin au sprint. Moi, je dis toujours, c'est vrai qu'on a sous-estimé ce titre de champion du monde de Pedersen, parce que déjà, il est champion du monde. On a très peu vu son maillot, vu que c'était en 2020. 2020, année particulière, voilà, Covid, il y a beaucoup de courses qui sont annulées. Il n'a pas forcément des super résultats en 2020, et je trouve qu'on a sous-estimé son titre de champion du monde. Non, c'est un champion du monde important, je trouve, dans l'histoire du cyclisme, dans l'histoire moderne du cyclisme. Et c'est pas un champion du monde qui s'est planté. Et il nous le prouve encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut attendre que ce soit les autres qui attaquent, hein, et décide de faire du panache. Parce que c'est Pedersen, il court au panache. Alors parfois il fait des erreurs, parfois il en fait trop. Mais il y a du panache dans Pedersen. Et je pense qu'on le retiendra après sa carrière, Mats Pedersen, pour le panache. Voilà, pour le panache dans sa manière de courir. Il aurait pu se contenter d'attendre le final, d'attendre le dernier tour et d'attaquer dans le dernier tour. Il pouvait se contenter de faire ça. Et non, dès le départ, la Lidl Trek, il décide de rouler, d'avoir un bon petit tempo. On laisse l'échapper à courte distance, on va dire. Et puis après, vous avez une équipe qui se met au service de son leader. Philipsen qui va catapulter Mats Pedersen. On garde quand même en retrait Skjelmose qui, je pense, n'avait quand même
pas des super jambes, on y reviendra un petit peu sur Mathias Kienmose. Et puis après, magicien Pedersen, parce qu'il ne s'est pas économisé. Il faut quand même avoir la capacité mentale de résister, parce qu'il n'a jamais eu beaucoup d'avance. Il n'a jamais eu plus de 40-50 secondes d'avance sur le peloton. Voilà. Ça pendant 1h30. Parce que quand il est en duo avec Bloom-Levy, pendant plus d'1h30, il reste à portée de tir du peloton. Si le peloton ne l'a pas repris, c'est aussi parce qu'on a eu du mal à collaborer entre certaines équipes. Mais en gros, Mats Pedersen, formidable aujourd'hui. Maestria, enfin voilà, mais c'est un super coureur Pedersen. Certes, c'est peut-être pas un des ogres, mais je trouve que pour un des coureurs qui ne fait pas partie des ogres, quand on regarde son palmarès, c'est un coureur qui se rate très peu quand même. Depuis 2021, c'est-à-dire tout ce qu'il entreprend, en gros, il le réussit quand même pas mal, Mats Pedersen. Et à chaque fois, quand il est battu, c'est parce qu'il est battu par du Pogačar, par du Van Der Poel. Sur le sprint, cette année, il s'est quand même pas raté. Le Tour d'Italie, il a été très bon sur le Tour d'Italie, Mats Pedersen. Et puis, ce qui m'a impressionné aussi aujourd'hui, c'est sa capacité à... ses capacités en montagne qui ont vraiment progressé, notamment le travail magistral qu'il a fait pour Ciccone sur le Tour d'Italie. Et puis il n'hésite pas à se sacrifier pour ses leaders. C'est un super coureur Pedersen. Très clairement, toutes les équipes voudraient avoir un Pedersen, puisqu'en plus je pense que c'est un coureur qui n'est pas chiant. Voilà. C'est un coureur qui doit être qui est pas emmerdant dans un effectif. Vous avez des coureurs, parfois, bon, ils se la pètent un petit peu dans les effectifs, on le sait. Lui, je pense qu'il n'hésite absolument pas à se sacrifier, un peu comme peut-être encore mieux qu'un Van Der Poel. Et non, je trouve bravo Pedersen, parce que ça fait partie des coureurs qui donne envie de regarder du cyclisme. Je pense à des mecs qui ont regardé les séries Netflix, à des mecs qui connaissent pas le cyclisme. Quand tu vois le numéro aujourd'hui que fait un Pedersen, je pense que ça donne envie de regarder du cyclisme. Voilà, tout simplement. Il semblerait qu'également sur le circuit franco-belge, il y a eu un grand numéro d'un coureur. Je ne l'ai pas encore regardé, ce circuit franco-belge, parce que c'était en même temps que le Tour du Danemark. J'ai favorisé le Tour du Danemark, et comme il faisait chaud, j'étais pas en double écran. Voilà. Quand il fait chaud, voilà, on n'est pas en double écran. Ce qui devait faire 35 cet après-midi. Bon, par chez moi. Antoine Lotte. Eh ben oui. Oui, il faut le souligner, quand les coureurs font des belles perfs. Antoine Lotte, très très bon. Non, vraiment impressionnant aujourd'hui du côté d'Antoine Lotte, qui a fait vraiment la différence pour tenter d'aller prendre cette deuxième place. Alors oui, il est repris par Del Grosso, mais Del Grosso, il a dû s'employer, et il a bien résisté à Nordhoft et à Kopecky. Et ça me permet de parler quand même de cette très belle semaine, je trouve, de l'équipe réserve de la Décathlon AG2R. Entre autres, là, cette belle étape d'Antoine Lotte, Arthur Blaise, qui avait fait hier un très bon contre-la-montre, le classement de la montagne, où vous avez Marius Dahl, qui désormais est en tête de ce classement de la montagne. Vous avez quand même une équipe qui, sur ce tour du Danemark, fait vraiment du très très bon travail. Je trouve, voilà, ils s'en sortent extrêmement bien du côté de cette... non, c'est Malberg qui est maintenant en tête du classement de la montagne, parce que j'avais une erreur de classement. Tout simplement, il ne s'était pas mis encore à jour. Mais Marius Dahl, qui est deuxième du classement de la montagne, il peut encore aller le chercher, je pense, demain. Marius Dahl. Et puis, vous avez également Antoine Lotte, coureur qui est en forme en ce moment, vainqueur, troisième des championnats de France junior. Du côté de ce coureur, également présent sur le Baby Giro. Il avait pris la 12e place à Acqui Terme, 15e du contre-la-montre de ce Baby Giro, 4e de la 5e étape du Tour de Bretagne, vainqueur de l'Olympias Tour aussi, on en parlait, très très grande course du calendrier Espoir. Et en ce moment ça marche très très fort, voilà, pour cette réserve de la Décathlon AG2R. Je disais, à part Louis-Jo Lurs, qui a du mal, sinon c'est quand même une formation qui fait du très très bon travail, et on est quand même sur une Pro Series. C'est une équipe de réserve
mais qui est sur une Pro Series. Donc c'est quand même pas facile de faire un grand résultat comme ça sur une Pro Series pour une équipe de réserve. Donc ça montre qu'il y a un vivier également chez Decathlon AG2R très intéressant pour les années à venir du côté de cette équipe. Et il ne faut pas oublier, il y a encore Sparfell, voilà, qui n'est pas au départ de cette épreuve. Aubin Sparfell, qui est quand même là aussi un très très bon coureur. 7 victoires depuis le début de saison pour cette formation espoir, donc c'est vraiment très très bien ce que réalise cette équipe Decathlon AG2R développement. On poursuit avec un autre coureur au top sur cette course. Eh bien, c'est Matthias Kopecky. Je vous le dis toujours, hein, chez Novo Nordisk jusqu'à la fin de saison, c'est le meilleur élément de l'équipe et je pense que c'est l'un des rares éléments qui a été performant chez Novo Nordisk. Il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont passés dans cette formation et qui n'ont pas forcément eu des grands résultats. On sait que c'est une équipe qui est en deuxième division, mais c'est quand même une équipe qui est assez faible. Voilà, en termes de résultats, si on regarde depuis la création de cette formation, à part 2 ou 3 ans, sinon ça a été assez faible. Et puis vous avez Matthias Kopecky qui depuis l'an dernier quand même fait des très très bons résultats. Cette année, 3 top 10 sur le Tour de Hongrie, vainqueur du classement des jeunes du région Pays de la Loire Tour, 5e de la route Adélie de Vitré, 7e de Paris-Camembert, pardon. Également 3e du Creuse-Braise Elite du côté de son palmarès. Et puis 2 top 10 sur le Baloise Belgium Tour. Là aussi une épreuve Pro Series. 11e du Dwars Doet et Hageland masculin. Et puis 6e du dernier Tour d'Estonie. Donc voilà, des très bons résultats. C'est pour ça qu'il va rejoindre la Unibet. Hein. Là aussi, déjà parce que le frère est dans cette formation, Thomas Kopecky, mais aussi parce qu'on sait très bien hein, que chez ce coureur, il y a un énorme potentiel à 22 ans sur un registre, je dirais, puncher, où il me semble vraiment très bon dans ce registre-là. Alors pourquoi je dis Kopecky et pas Kopecky parce que le coureur, le rallyman, qui était tchèque également, qui s'appelait, je crois, Matthias Kopecky, qui faisait de l'Intercontinental Rally Championship, l'IRC, on disait Kopecky. Donc je pense que la prononciation n'a pas changé en 10 ans. Donc je pense qu'on prononce toujours Kopecky en tchèque. Voilà, c'est pour ça que je prononce de cette manière. C'est pour préciser, voilà. Des fois, je pense pas être mauvais sur la prononciation. Des fois, je me plante complètement, mais des fois, je suis pas mauvais. Parce qu'on m'a dit, par exemple, skiban, faut pas prononcer comme ça parce que ça vient du breton. On m'a dit la dernière fois. Maëva skiban, normalement, faut pas prononcer skiban. Skiban, c'est à la française et normalement, à la bretonne, ça se prononce pas skiban. Et comme on dit zinglé et pas zingle, voilà. Donc on est obligé de le faire. Enfin, voilà. Après, j'ai pas retenu la prononciation, mais on m'a dit que normalement, en breton, ça se prononçait pas comme ça. On poursuit du côté de Kopecky, très bon. Mats Wurtschmidt, eh ben, quel meilleur moyen d'essayer de retrouver un contrat chez les professionnels que de faire la performance qu'il a réalisée aujourd'hui, Mats Wurtschmidt. L'un des premiers attaquants de la journée, qui tient quand même pendant de nombreux kilomètres à l'avant de la course, 169, sur une étape quand même qui, je rappelle, en faisait 227, et une grande performance à l'arrivée. Eh bien, très bien du côté de Mats Wurtschmidt pour un coureur qui n'a pas roulé cette année chez les professionnels. Hein. Il n'a fait que le championnat du Danemark. Il n'a pas roulé chez les pros hein, parce qu'il fait du gravel. Alors ça montre aussi que le niveau en gravel progresse énormément. Hein, parce qu'il a remporté une épreuve en Belgique, l'épreuve de Monaco également cette année, du côté des championnats du monde et l'épreuve au Danemark. En Belgique, il a battu Magnus Backlaris Mathis Leman, par exemple, sur cette épreuve. Il a battu à Monaco Postelberger et Gaffouri. Voilà, donc Postelberger également, ancien très bon coureur. Il y avait Jonathan Coinon qui était dans le top 10 du côté de cette épreuve. Et puis il a battu au Danemark Clarisse de nouveau et Paul Voss
il y avait aussi Roger Kluge, voilà, Paul Voss qui était coureur sportif, coureur notamment du côté de la Bora. Voilà, donc il a battu quand même des bons coureurs. Et ça veut dire que ça progresse au niveau du gravel sur ces épreuves-là avec voilà, des coureurs d'un très bon niveau. Voilà, tout simplement. Du côté du gravel. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une discipline auquel l'UCI essaye de miser énormément sur ces compétitions depuis quelques années. Il avait battu par exemple Filippo Conca et Petr Vakoc sur une course en Espagne. Ah, Conca, champion d'Italie, Vakoc, très bon sur ses épreuves de gravel, vainqueur notamment d'une épreuve gravel en Grande-Bretagne cette année, qu'on devrait voir au championnat du monde, ancien coureur de Alpecin et surtout de la Quick Step. Voilà, Petr Vakoc. Et ben voilà, je crois qu'on a bien fait le tour, mais c'est vrai que s'il veut récupérer un contrat chez les pros, les sélections comme ça de coureurs amateurs, c'est vraiment la meilleure idée pour se montrer aux avant-postes et pour essayer de retrouver voilà, des contrats. Et puis je pense qu'il épaule les anciens, enfin les plus jeunes également dans cet effectif. Mats Wurtschmidt, il a fait aussi un pas mauvais contre-la-montre hier. Donc voilà, belle semaine je dirais de Mats Wurtschmidt. Il fait tout pour récupérer un contrat et il fait le travail correctement. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on commence aujourd'hui avec la Uno X. Oui, compliqué aujourd'hui du côté de la Uno X. Alors certes, on a eu Blume Levy, mais c'est vrai que c'est une équipe qui normalement arrive toujours à tirer son épingle du jeu sur beaucoup d'épreuves. Et là, aujourd'hui, j'ai eu cette impression qu'ils étaient très régulièrement à contre-temps. Et puis surtout, je pense qu'ils n'avaient pas les jambes. Hein. Aujourd'hui, très clairement, Varenskjold, Jensen, Wallin finissent à un quart d'heure. Le seul qui finit, on va dire, dans un groupe pas trop distancé, c'est Carl Fredrik Bewort, mais en fait on est passé à côté parce que physiquement on n'avait pas les jambes. Et ça c'est très rare quand même de la Uno X parce que c'est une équipe qui arrive toujours à récupérer des accessites, à marquer pas mal de points sur la saison. Hein. Là ils ont fait notamment un gros score encore une fois sur le circuit franco-belge. Mais sur ce Tour du Danemark on a un petit peu du mal. C'était déjà le cas lors de la première étape, hein. On n'avait qu'un seul coureur qui était dans le groupe Mats Pedersen, qui avait réussi à suivre les accélérations de Mats Pedersen. Et bien là encore, c'est le cas hein, sur cette épreuve punchy. On n'a pas réussi à s'en sortir. C'est dommage parce que, alors je dirais que c'est presque une course locale pour eux. C'est vrai que c'est une équipe norvégienne. On sait qu'ils ont énormément de coureurs danois. Et bon, voilà, c'est l'une des courses importantes du calendrier, je pense, pour le sponsor. Et là, passer à côté, c'est vrai que c'est jamais la bonne idée. On va dire ça comme ça. Axel Zinglet. Oui, je trouve que c'est un coureur, Axel, qui souvent en fait beaucoup. Aujourd'hui, il en a fait beaucoup, Axel Zinglet. Ce qui ne lui a pas vraiment réussi du côté de la Visma Leasebike. Il a fait énormément d'efforts. J'irais entre 80 bornes de l'arrivée et une trentaine de kilomètres, ouais, même un peu moins que 30 km de l'arrivée. Il fait beaucoup d'efforts, il attaque énormément. Sauf que contrairement à Mats Pedersen, il n'a jamais réussi à prendre de l'avance. Peut-être qu'il n'a pas suivi le bon groupe aussi. Hein. C'est vrai que quand Mats Pedersen accélère, il fallait le suivre. Il faut toujours suivre Mats Pedersen. Peut-être aussi qu'il était mal placé parce que moi, du souvenir que j'ai du moment où Pedersen accélère, je vois pas de maillot jaune de la Visma. Je vois des maillots de la Uno X, mais je vois pas de maillot jaune. Donc est-ce qu'à ce moment-là, il était mal placé? Et ça ferait quand même, à la fois sur l'étape 1, à la fois sur l'étape 4, qu'on se rate à cause d'un mauvais placement. Donc ça serait dommageable. Mais je crois surtout sur la fin, sur les 30 dernières minutes, il avait plus les jambes, tout simplement parce qu'il a fait beaucoup d'efforts à contre-temps. Il s'est souvent retrouvé à l'avant du peloton, mais avec très peu d'avance et en chasse-patate derrière un groupe. Et ça vous casse énormément le rythme, ça vous coûte énormément. Alors il le montre, il est en forme Axel Zinglet, on le voit. On l'a vu sur le sprint lors de l'étape numéro 2. On l'a vu également sur l'étape numéro 1 où il a fait beaucoup d'efforts à contre-temps. Mais il y a un moment, il faut quand même avoir un meilleur timing. C'est un coureur qui est très ambitieux
Axel Zinglet, il nous l'avait démontré l'an dernier sur le Tour de France, il a beaucoup d'ambition. Bah, quand on a beaucoup d'ambition, il faut avoir aussi beaucoup de lucidité et une bonne stratégie. Voilà. Parce que sinon, bah, tu rates des résultats. Là aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux du côté d'Axel Zinglet. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux en général pour la Visma Leaseback. Il fallait qu'il y en ait un qui suive le coup avec Mats Pedersen. Il fallait qu'il y en ait un du côté de cette formation-là. Et je pense qu'on avait les capacités de le faire. Alors ensuite, on a roulé, comme on avait roulé lors de l'étape numéro 1. Mais là aussi, je pense qu'il y a une mauvaise gestion de l'effort du côté de la Visma. On fait un énorme tempo, mais on le tient pendant 10 km. Et puis après, ben, on laisse les leaders tout seuls. Alors qu'on aurait peut-être pu être un peu plus progressif dans cette accélération pour essayer de tenir jusqu'à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis ensuite, tout faire pour que Zinglet et Van Baarle puissent faire la jonction avec le groupe de devant. Mais là, la manière dont on a roulé, on s'est fait péter le caisson en 10 km. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, ça n'a pas été véritablement efficace. Efficace le train qu'a fait la Visma Leaseback. On aurait pu, je pense, faire beaucoup mieux. Donc voilà, pourquoi je les mets en flop? Parce qu'on sent qu'il y a des bonnes jambes, mais on sent qu'on aurait pu faire beaucoup mieux si on avait été meilleur en termes de stratégie. Donc pour moi, il y a une déception de ce côté-là, du côté d'Axel Zinglet et aussi du côté de la Visma Leaseback. Et puis je termine avec un dernier coureur, c'est Skjelmose. Oui, c'est pas très rassurant l'état de forme de Mathias Skjelmose. C'est quand même un puncher. Aujourd'hui, le final, je pense, pouvait vraiment lui convenir. Je rappelle que c'est quand même un coureur qui a remporté l'Amstel Gold Race. Alors, il finit 18e de l'étape, mais il finit 4e de son équipe, derrière Söderqvist et derrière Kragh Andersen, en sachant que dans son équipe, certes, Philipsen finit plus loin, mais Philipsen a fait quand même un énorme tempo pour, encore une fois, catapulter Pedersen. Le seul moment où on l'a vu, c'est à 80 bornes de l'arrivée, quand il décide d'accélérer après Mats Pedersen. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux dans le final de la part de Skjelmose. Parce que autant Mats Pedersen a été très bon, autant du côté de la Lidl Trek, il y a quand même beaucoup de coureurs qui ont réussi à sortir. Antoine Lott, Tibor Del Grosso, le coureur de la Polti Cometa, sans qu'on suive les coups. Or, l'idée d'avoir permis à Mats Pedersen de partir en éclaireur, c'est que derrière, il faut bloquer tous ces coups-là. Il faut qu'à chaque fois, on ait un Lidl Trek. Il faut qu'à chaque coup qui parte, il y a un Lidl Trek. Voilà. Qui protège Mats Pedersen. Là, on n'a pas du tout protégé Mats Pedersen. Ça a même surpris à un moment David Moncoutier. Mais c'est vrai que c'est très sûr. Enfin, David Moncoutier, le commentateur à ce moment-là de Eurosport. Mais c'est vrai que là, ils ont quand même raté le coche en termes pour bloquer les stratégies adverses. Alors, heureusement, c'est que Uno X ne roulait pas. Il n'y avait que la Visma qui a fait un tempo qu'ils ont mal réalisé. Calpecin a très peu roulé, alors je pense qu'ils auraient pu faire un plus gros rythme. Mais ça aurait pu être très compliqué du côté de la Lidl Trek. On aurait pu protéger un peu mieux la place de Mats Pedersen. Et pour moi, c'était un peu le rôle de Mathias Skjelmose qui me semble... je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'est vrai que là, s'il devait aller sur la Vuelta dans 10 jours, moins de 10 jours, la Vuelta, départ pas demain, mais la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine, eh bien, je me dis... je le verrai pas parmi les favoris. Voilà. Et c'est dommage parce qu'on a l'impression que depuis cette victoire sur l'Amstel, c'est un petit peu compliqué pour lui, quoi. Il a du mal à remettre la machine en route. Voilà. Alors il y a eu des petits pépins physiques aussi du côté de Skjelmose, mais du mal à repartir aux avant-postes. Voilà. Saison assez particulière même dans sa programmation. Parce qu'il a démarré très tard. Il a que 37 jours de course dans les pattes. Ce qui est vraiment très peu pour un coureur homme. Donc c'est assez surprenant. Voilà, du côté de Skjelmose, il y a peut-être une méforme due à une programmation de saison pas idéale du côté du coureur danois. On regarde tout de suite les différents classements. On commence avec le classement de ce Tour du Danemark. La victoire donc de Mats Pedersen, 30 secondes d'avance sur Del Grosso, Antoine Lott, 3e pour l'équipe de développement de la G2R. On retrouve ensuite Nortoft, Kopecky, Foldager, Kubis, Van Baarle, Söderqvist et Larsen. Arthur Blaise, 2e français et 12e. Donc on a quand même 2 français de la réserve de la Decathlon qui étaient dans le bon peloton. Donc ça c'est une belle performance. Axel Zinglet seulement 27e aujourd'hui.
Pas mal d'abandons, notamment à cause de la chute. Hein. Je pense à Alex Coleman. Là, c'est dû. Price Peterson finit dernier. Mais là, c'est à cause de la chute très violente à 33 km de l'arrivée. Pedersen également, je crois, était dans cette chute. Henrik Pedersen. Du côté du maillot jaune, Mats Pedersen a pris un sacré avantage, voire définitif pour la victoire. Hein. Demain, il faudra quand même attaquer de très loin si on veut aller chercher Pedersen. On retrouve ensuite Niklas Larsen, Kubi, Söderqvist, Alex Segard, Krag Andersen. Mais vous voyez, Krag Andersen est déjà à 1 minute 49. Ce qui fait beaucoup. Du côté du classement par points, Pedersen prend l'avantage également sur Kubis. 12 points d'avance. On retrouve ensuite Varenskjold et Larsen. Du côté du classement de la montagne, c'est Malmberg qui est en tête. Mais là, c'est très serré. Seulement 2 petits points d'avance sur Rockstedt. Dahl est également à 2 petits points aussi. Du côté du maillot blanc, Söderqvist est en tête, mais avec seulement 5 secondes d'avance, toujours sur Alex Segard. Del Grosso est remonté comme Carl Fredrik Bevort et Kopecky. Donc il faudra faire attention dans ce classement. Et pour le classement par équipe, eh bien, la Lidl Trek est largement devant. 3,53 sur la Decathlon AG2R, la Mondial Development Team. La Unibet de Bastier-Thiema est 3e devant l'équipe du Danemark. Et la Lotto qui est 5e. L'étape de demain, rapidement, comme vous pouvez le voir, c'est le final qui sera compliqué du côté de Silkeborg avec un circuit qu'il faudra faire à 3 reprises et on franchira une bosse 4 fois et il y aura également 4 côtes sur le parcours au classement de la montagne, dont 3 côtes de première catégorie. On aura peut-être un début de journée extrêmement rapide, voilà, du côté de cette journée de compétition. Et puis un petit point sur le Tour de Romandie féminin. Paola Blasi qui a fait la démonstration aujourd'hui sur cette montée. C'est un contre-la-montre très court avec seulement 4 km. Ce n'était pas un prologue pour les organisateurs, c'était bien une première étape. Et Blasi s'est imposé avec quand même 17 secondes d'avance sur Skazigart. Juliette Labousse très bien à 18 secondes, mais que les 18 secondes à Juliette Labousse, c'est pour vous dire quand même la performance de Paola Blasi, jeune concurrente de 22 ans qui fait partie de la UAE depuis le mois de mai. Elle était dans l'équipe de développement, elle a rejoint l'équipe 1 en cours de saison. On la verra sur le Tour de l'Avenir féminin. Et puis on retrouve ensuite Castelline, Magnaldi, Measuring qui a déjà pris 30 secondes quand même dans la vue, comme Élise Chabet à 32 secondes, Persico loin à 50 secondes, mais qui aura, je pense, un rôle d'équipière. Voilà, Ashley Moolman également quasiment à la minute. Mavi Garcia également loin, comme Schwenberger. Également, c'était un peu trop dur pour elle du côté de Schwenberger. Voilà, sur cette étape, donc vous voyez, avec seulement 63 filles au départ, au final, de ce Tour de Suisse. Donc on a perdu un petit peu de suspense pour ce Tour de Suisse. Demain, ça sera une étape compliquée. On arriva à Latsumaz, le lieu d'arrivée de cette 3e étape, une montée assez longue, voilà, pour cette journée, avec un dernier kilomètre à 7% de moyenne. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un like, commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!